Chers auditeurs, bienvenue dans Acteurs du changement, votre podcast pour parler transition économique et écologique dans le sud-ouest de l'océan Indien. Ce podcast est créé par Cap Business Océan Indien, plateforme régionale dédiée à l'accompagnement et à la mobilisation du secteur privé dans le sud-ouest de l'océan Indien. Cette première saison s'inscrit sous le projet Business for Biodiversity, aussi appelé B4B, mis en œuvre par Cap Business Océan Indien dans le cadre du programme régional Varuna, financé par l'Agence française de développement et coordonné par Expertise France. Un programme qui contribue à stopper la perte de biodiversité dans le hotspot qu'est le sud-ouest de l'océan Indien, au bénéfice des habitants de la région, à travers la sensibilisation, le renforcement des capacités et la mutualisation des efforts entre les secteurs publics et privés, les scientifiques et la société civile. Aujourd'hui, nous accueillons Émilien Dautré, directeur du GEPOMAI, le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte. Émilien, merci de nous rejoindre sur ce podcast. En préparant cet épisode de Mayotte, on a tout de suite pensé à toi, car on sait que GEPOMAI est déjà bien engagé dans la biodiversité sur ce territoire. Donc pour commencer, j'aimerais bien connaître un peu plus ton parcours et ce qui t'a permis d'arriver au GEPOMAI aujourd'hui. Donc moi c'est Émilien Dautré, donc je suis actuellement le directeur du GEPOMAI. Depuis 8 ans maintenant à Mayotte sur ce poste-là. Et du coup, moi, j'ai toujours été passionné par la nature, par les animaux. J'ai grandi dans une petite île de Polynésie française, au contact de la nature régulièrement. Donc je pense que ça a participé à faire que j'aime la nature. Mon père était prof de bio et de biologie et il avait dans sa classe pas mal d'animaux aussi. Je montais avec les animaux dans sa classe, j'allais souvent les nourrir. Et du coup, moi quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire et finalement, j'ai fait une prépa BCPST, donc prépa bio à Lyon. Et puis finalement, je suis passé à quelques places après le concours, à quelques places d'intégrer une école vétérinaire, mais j'ai pu rebondir et intégrer une école d'agronomie, AgroParisTech. Et du coup, à l'intérieur de cette école, il y a un panel, énormément de choses qu'on peut faire. Et du coup, je suis retombé sur mes pas et encore mieux, je pense. C'était un mal pour un bien, on va dire, puisque j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire et j'ai voulu m'orienter dans la protection de la biodiversité, des animaux sauvages, de la faune plutôt. Mais je me suis rendu compte que tout était lié via les études. Après, j'ai fait un master en écologie. J'ai travaillé au Kenya. J'ai fait mon année de césure pour vraiment me déterminer vraiment si je voulais vraiment aller dans cette entre la deuxième année d'AgroParisTech et la troisième année. C'est super une année de césure. C'était vraiment le déclic. Je suis allé au Kenya travailler notamment sur les girafes, où j'ai étudié les girafes, un animal que j'adore depuis que je suis tout petit. Et puis finalement, ça a confirmé que je voulais travailler dans ce domaine, que ce soit sur les girafes ou n'importe quel animal. Et donc c'est ça qui a fait, après j'ai travaillé dans différentes structures, des organismes de recherche au CNRS, dans une association qui s'appelle Noé, et après ce qui m'a amené à Mayotte, où je voulais retourner. Pourquoi Mayotte et pourquoi la biodiversité à Mayotte? Donc la biodiversité, vous avez compris. Et pourquoi Mayotte? Parce que je voulais retourner dans les îles. Ouais. Et Mayotte, j'y avais été deux fois quand j'étais plus jeune aussi. Et donc ça m'a intéressé d'y aller. Mais j'ai l'impression que finalement, ta motivation, elle était principalement portée sur la faune, ou est-ce que tu as aussi un attrait pour la flore? Et ben voilà, c'est là que je voulais c'est ça qui va faire que, au départ, c'était la faune vétérinaire, les animaux surtout emblématiques. Puis finalement, je suis arrivé au GEPOMAI, j'étais pas ornitho, je me considère pas comme ornithologue, plutôt comme écologue généraliste. Bon, je connais maintenant, au bout de 8 ans, très bien la vie-faune de Mayotte, les oiseaux de Mayotte, mais du coup, plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte ce que j'avais appris en cours pourtant, mais que les habitats, les milieux naturels, les plantes, tout est relié et tout est important. Et du coup, quand je suis arrivé au GEPOMAI, on était 3 à travailler, 3 salariés, travailler sur les problématiques, sur les oiseaux. Ils étaient le cœur même du GEPOMAI. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir énormément de liberté au GEPOMAI. Le bureau et le conseil d'administration me fait énormément confiance
confiance. Et du coup, on s'est orienté sur des stratégies un peu plus globales. Et notamment, on est devenu gestionnaire de milieux naturels. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment porté, où il fallait gérer les espaces vraiment avec on en reparlera peut-être plus tard sur les menaces qui pèsent sur les écosystèmes, surtout à Mayotte. Ouais. J'ai voulu vraiment gérer, qu'on fasse partie de cette aventure, de ces actions concrètes de gestion des habitats, de protection des habitats. Et on s'est diversifié aussi au niveau de la faune, puisqu'on maintenant on améliore les connaissances sur les reptiles et les amphibiens. Donc voilà, ça a fait et maintenant on est finalement, on était 3 il y a 8 ans et maintenant on est presque une petite vingtaine de salariés. Un beau développement. Ça me permet justement de faire ma transition. Donc tu parlais du GEPOMAI. Une association loi 1901 en France, ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus ton travail au sein de l'association? Donc moi personnellement, je fais pas de journée type. C'est là surtout d'année en année, mon travail a vraiment évolué. Quand avec une équipe de 3 et de 17 personnes, ce sera pas la même chose. Et du coup là, mon travail au quotidien, c'est à la fois de la ressource humaine, bien entendu, de la gestion d'équipe, de la gestion de la coordination de projet, de la coordination scientifique, s'assurer que au niveau scientifique tout tient la route, mais aussi du suivi administratif et aussi en charge de la communication. Donc je regroupe un peu tout ça, sachant que je suis bien sûr épaulé par des responsables de pôle, par une équipe aussi qui sont dans chaque pôle, dans les 4 pôles du GEPOMAI, par une assistante administrative, par une personne en charge de la communication. Mais en gros, je touche un peu à tout et c'est plus le temps a passé, plus on a grandi. Moi, je faisais de terrain, bien entendu, quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais je passe quand même, que ça soit sur mon temps libre ou un petit peu en tant que salarié aussi, mais surtout sur mon temps libre. Je participe au suivi, à la mise en place d'indicateurs, au suivi des oiseaux, là, à l'évaluation des oiseaux post-chino, post-cyclone. Donc là, je travaille aussi bénévolement sur le terrain le week-end. Et ça, c'est quelque chose que je trouve important à dire, c'est que je suis vraiment tombé amoureux de Mayotte et de sa terre, de la forêt. J'y allais plus pour l'océan, plus pour le lagon, et finalement rapidement je suis resté sur la terre à explorer, et j'ai exploré l'île en long, en large, en travers, et du coup tous les week-ends je suis sur le terrain à explorer, que ce soit en trail, en randonnée, etc. Trailer aussi, et le cyclone Chido m'a d'autant plus affecté parce que les paysages ont changé sur le long terme, mais m'a affecté comme m'a affecté tous les Mahorais. C'est vrai que ça a été très dur de voir tous ces paysages et forêts dévastés. Voilà. Donc concrètement, quelles sont les activités du GEPOMAI en fait? Nous on est organisé, le GEPOMAI, actuellement en 4 pôles. Le pôle connaissance et conservation de l'avifaune, donc des oiseaux. Donc on fait beaucoup de suivi, d'études. Je ne m'éterniserai pas sur les nombreux projets. On a une 15aine de projets sur les oiseaux, d'amélioration des connaissances. On protège aussi les oiseaux. On participe à la protection et à la conservation d'espèces, notamment le crabier blanc, qui est une espèce en danger d'extinction au niveau mondial. Donc pour protéger le crabier blanc, on a mis en place de nombreuses actions, et notamment la lutte contre les rats en mangrove. Donc on est reconnu aussi au niveau lutte contre les rats qui font un impact sur le crabier blanc qui niche en mangrove, mais aussi sur la flore, la faune des mangroves aussi, les crabes. Et donc en participant à la protection d'une espèce dite parapluie, on protège tout un écosystème, donc ça qui est intéressant aussi. Une espèce parapluie, c'est une espèce emblématique qui va bénéficier de financement pour la protéger, mais grâce à cette espèce et ses financements pour la protéger, on protège pas que cette espèce, en fait, on protège tout un écosystème. Donc par exemple le crabier blanc qui niche dans une mangrove, qui se reproduit dans la mangrove, en le protégeant, en luttant contre les menaces qui l'impactent dans la mangrove, notamment l'espèce exotique envahissante, le rat noir, on va protéger les crabes qui sont les ingénieurs de l'écosystème, qui sont moins vendeurs au niveau financement, mais finalement qui sont essentiels à la mangrove, et on va protéger les plantes, les palétuviers. Donc ça c'est ça une espèce parapluie, et c'est important d'avoir ces espèces emblématiques parapluies qui protègent. Donc ça c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est le pôle connaissance et conservation de l'herpétofaune, donc les reptiles et les amphibiens terrestres. Et là on est qu'au début de ce pôle, et on est dans la mise en place de protocoles pour des suivis long terme, que ce soit les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, c'est des indicateurs de l'état de santé des milieux. Donc en les suivant sur le long terme, on voit si les milieux se cassent la figure, les habitats, les écosystèmes, et ça c'est des outils d'aide à la décision aussi, des indicateurs. Ouais, exactement, c'est ça. Et par contre, ça nécessite des fonds sur le long terme,
et parce que pour les financements comme toute association. Donc une fois ces protocoles mis en place, il faudra les suivre sur le long terme pour avoir vraiment des tendances. Et au bout de 7 à 10 ans, les premières tendances qui sont importantes, où on peut voir si les populations se cassent la figure ou sont stables ou diminuent. Je reviens rapidement sur les oiseaux. On fait des suivis des oiseaux depuis les années 2013. Donc ça fait plus de 12 ans maintenant. Et donc là, on commence à avoir des indicateurs très intéressants sur les oiseaux limicoles, donc côtiers, qui viennent, sur le crabier blanc aussi, sur les oiseaux forestiers. Donc il y a plein de choses qui sont super bien. Donc voilà, j'ai parlé de deux pôles. Le troisième pôle, c'est le pôle gestion des habitats. Ouais. Donc on est gestionnaire de 4 sites naturels, 3 mangroves et un lac naturel d'eau douce. Donc c'est des équipes sur le terrain au quotidien qui font de la surveillance, de la restauration d'habitats, de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes végétales, de beaucoup de concertation, de toute cette action qu'on fait, et notamment sur ce pôle-là, c'est en concertation vraiment avec les habitants, notamment les agriculteurs. Et là, on est, par rapport à ta première question, on est reconnu là, on a vraiment beaucoup d'expérience et on fait appel à nous aussi sur ce travail concerté avec et pour avoir un partenariat gagnant-gagnant avec les agriculteurs pour qu'on aille dans la même direction. Et le quatrième pôle important, ou tout aussi important, c'est le pôle mobilisation citoyenne. Donc on réalise des animations, de la sensibilisation du public, du jeune public, du grand public, mais également depuis maintenant 3 ans, dans ce pôle, il y a aussi tout ce qui est biodiversité urbaine, qui est aussi transversale quand même, mais où on accompagne les entreprises, les collectivités, les structures publiques à faire revenir la biodiversité sur leur site, dans leur jardin, sur leur site de nature en fait. Et donc c'est via le programme My Refuge LPO. Donc c'était en collaboration avec la LPO. On fait partie du réseau Outre-mer de la Ligue pour la protection des oiseaux. Et donc grâce à ce partenariat, on a adapté leur programme Refuge LPO à Mayotte, parce qu'il faut prendre en compte les espèces exotiques envahissantes, le caractère insulaire du territoire, etc. Donc ça fait partie et c'est indispensable. Et notamment après Chido, là, on a développé c'est en lien avec la conférence qu'on a eue avec Cap Business cette semaine. C'était accompagner les aménageurs et les constructeurs dans la reconstruction de Mayotte après Chido pour intégrer les problématiques de biodiversité, intégrer la biodiversité dans la reconstruction. Voilà, donc c'est des choses. On a créé un guide pour cela qui vient de paraître là, qui sera peut-être disponible, qu'on pourra mettre un lien aussi. Et donc ça, c'est vraiment un gros travail qui a été fait un peu sur plusieurs mois et qui peut être une référence à Mayotte, mais ailleurs aussi dans la construction. Il n'y a pas forcément besoin dans la reconstruction. On comptait aussi faire ça avant, et puis finalement on voit que avec la reconstruction c'est encore plus indispensable, puisque de reverdir les villes, de pas reconstruire sans replanter, prendre en compte les corridors écologiques, les corridors des espaces verts, et aussi ne pas bétonner tout et imperméabiliser le sol pour que, on a vu, la ressource en eau puisse pénétrer dans les sols. Ça me permet de faire ma transition. Est-ce que tu peux nous partager tes connaissances sur la biodiversité à Mayotte, et particulièrement après le cyclone Chido? Oui, c'est ça. C'est que déjà avant Chido, les écosystèmes auraient été très menacés. À titre d'exemple, les arrière-mangroves, qui sont des écosystèmes très méconnus, c'est pas des palétuviers, c'est des écosystèmes qui sont derrière les mangroves, qui sont à Mayotte constitués de arbres comme les érythrines, les Erythriera littoralis. Et donc ces écosystèmes-là ont été classés en danger critique de disparition sur la liste rouge des écosystèmes de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc nous, on est gestionnaire de plusieurs arrière-mangroves avec les mangroves, et qui sont menacés de disparition à cause de l'agriculture, de l'urbanisation. Donc ça, c'est des écosystèmes menacés. Donc à Mayotte, plusieurs écosystèmes sont menacés. Celles-ci, l'arrière-mangrove, les mangroves, et les forêts aussi sont très menacées. Elles sont menacées par les incendies, par l'agriculture, les espèces exotiques envahissantes. Donc Mayotte n'est pas épargnée par les grandes menaces des écosystèmes. Et oui, ça fait partie d'un des territoires où il y a la plus rapide déforestation au monde. Donc voilà, c'est raison de plus pour se battre, pour travailler de concert et en collaboration avec les acteurs pour trouver des solutions communes en fait pour la protection de ces habitats. Comme tu l'as dit, le territoire mahorais et notamment sa biodiversité subit de très fortes pressions. Si tu pouvais prendre la place d'un décideur, quelle serait ta vision idéale pour ton territoire ?
C'est une bonne question. Je se posait la question si on avait vraiment l'idéal, si on pouvait faire tout changer, baguette magique. Je vais commencer par dire la politique ne m'intéresse pas, mais malheureusement il faut passer. Ça vient des décideurs en fait. Et c'est les décideurs qui ont aussi le pouvoir de faire changer les choses, faire changer les lois, que la biodiversité et l'environnement soient de plus intégrés dans les lois. Voilà, que les décideurs ont un rôle important à jouer, accompagnés par les scientifiques. Et je l'ai vu, on l'a vu lors de cette conférence avec l'ancienne ministre de l'environnement de Madagascar, qui était scientifique et qui a intégré le gouvernement. Et c'est inspirant ça que les scientifiques et les décideurs travaillent de concert ensemble, que ce soit des experts qui puissent orienter les décisions et sensibiliser le public. Je pense que ça va. Et donc là, je réfléchis en même temps. Décideurs, peut-être médias, que les médias s'approprient plus le sujet, les réseaux sociaux, que le grand public comprenne un peu les enjeux, parce que ça va ensemble, parce que les décideurs sont aussi changent leurs actions en fonction de ceux du grand public. Donc je pense décideurs, scientifiques, médias, et après le grand public bien entendu. Mais chacun ne doit pas agir de son côté. Le grand public peut agir, la collaboration, hein. Mais chacun peut faire sa part, la part du colibri. Donc chacun, les gestes du quotidien peuvent aussi jouer sur ça. Oui, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Et après, c'est les entreprises, c'est des grosses entreprises, et elles ont besoin d'accompagnement petit à petit. Donc il y en a. Donc je parle vraiment de la sensibilisation. Je réinsiste sur la sensibilisation parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas au courant de l'impact de la biodiversité. Donc des actions comme Cap Business avec des actions comme ce que vous faites, justement sensibiliser les entreprises, avoir plus d'impact sur les entreprises pour qu'elles changent leurs habitudes et qu'elles voient l'importance de la biodiversité, et après qu'elles changent leurs pratiques, parce que ça fait des années que les entreprises elles comprennent qu'il y a un impact, elles ont un impact sur l'environnement, sur le climat, sur le réchauffement climatique. C'est moins intégré par les entreprises, je trouve, l'impact sur la biodiversité. Et j'en profite pour dire que faire des actions pour le climat, contre le réchauffement climatique, peut avoir des aspects positifs sur la biodiversité, mais pas forcément. On peut replanter une forêt entière d'espèces exotiques envahissantes, ça stocke du carbone, mais ça a des impacts négatifs sur la biodiversité. En revanche, faire des actions pour la biodiversité, a priori, de ce que je sais, ça n'aura que des actions positives sur le climat, sur le réchauffement climatique, sur les changements climatiques. Et donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit une question qui soit prise en compte par les décideurs et les entreprises. Oui, voilà. Et comme on arrive à la fin de cet épisode, est-ce que tu aurais un message pour nos auditeurs et nos auditrices ? Question difficile, un message. Là, à chaud comme ça, connaître, c'est mieux protéger. Donc j'ai pas trop parlé de la connaissance. Et c'est plus le temps a passé, par exemple, José Pomaille, plus j'ai appris à connaître, mieux j'ai eu envie encore d'améliorer les connaissances et mieux protéger en fait. Et je pense que ça revient sur la première question, sur ce qui m'a amené là où je suis. Je pense que le lien à la nature, on se déconnecte de plus en plus, et le lien à la nature nous donne envie de protéger. Donc je pense que aller dans la nature, faites du trail, aller au contact de la faune, de la flore, et je pense que il faut qu'on sensibilise. Donc on passe plus que ça soit les ONG. Les ONG ont une part importante, j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais là j'en profite. Les ONG, les associations ont une part importante, peuvent sensibiliser les entreprises, les décideurs. Venez voir un peu tout ce les choses passionnantes que procure la nature, que ça soit en valeur, il y a des services écosystémiques, mais aussi une valeur intrinsèque. Et donc venez, je pense que c'est ça. Et je fais souvent le rapprochement. Une espèce qui disparaît, on en a tellement vu, il y en a tellement eu là, et c'est important de se battre de travailler ensemble pour éviter que l'extinction de nouvelles espèces, en fait. C'est un patrimoine que nos enfants ne verront pas si elles disparaissent. Et je pense que ça peut être un message aussi. Penser à ce qu'on délègue à nos enfants, nos petits-enfants, et qu'on aimerait bien qu'ils voient aussi, que ce soit des espèces emblématiques, mais une nature ordinaire aussi, que nous, au Gépomaille, on protège, notamment en reverdissant les villes et en permettant le reverdissement et le déplacement de la faune dans les villes. Voilà. Je sais pas si c'était un beau message de fin. C'était un très beau message, Emilien, et important d'ailleurs.
cette idée de préserver notre patrimoine pour que nos enfants aussi puissent le voir est un terme récurrent, pour de bonnes raisons. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous rappeler l'importance de la sensibilisation. Au-delà de faire circuler les connaissances, la sensibilisation a ce pouvoir fédérateur d'éveiller la conscience et surtout d'appeler à l'action. Ce qui en fait la clé de voûte de tout effort de conservation. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode, direction les Comores. Je suis Fanny Haff, chargée de mission biodiversité à Cap Business Océan Indien, et vous écoutez Acteurs du changement. Ce podcast est disponible sur Spotify et sur la chaîne YouTube de Cap Business Océan Indien.